Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution ou plutôt nouvelle tendance. Cette semaine dans le podcast, j'ai décidé de vous parler des nouvelles tendances 2025, en tout cas celles qui vont marquer le secteur du luxe. Alors évidemment, on va parler du luxe durable, de l'inclusivité, évidemment, de l'expansion des marchés mondiaux. Mais alors, qu'est-ce qui va se cacher un peu derrière tout ça? J'ai décidé de vous faire un petit bilan. J'espère que cet épisode vous plaira. Comment commencer cet épisode sans parler du luxe durable? C'est une bonne question. En tout cas, vous le savez, c'est le premier point dont je vais vous parler. Le luxe durable, c'est plus une tendance passagère. On l'a vu arriver il y a une dizaine d'années maintenant et ça devient de plus en plus important. Et en 2025, ça va être une étape clé pour toutes les maisons de mode essentiellement puisque toutes les maisons du secteur du luxe sont concernées, hein, que ce soit de l'automobile à la joaillerie, en passant par la maroquinerie. Mais c'est évidemment le secteur de la mode qui va être un peu plus scruté à la loupe, si je puis dire, puisque en 2025, il va y avoir une généralisation de l'utilisation des matériaux éco-responsables dans l'industrie du luxe. Donc évidemment, les tissus, c'est plus les maisons de mode qui vont les utiliser. Ça va inclure donc l'utilisation des tissus biodégradables, des innovations évidemment en matière de recyclage et l'utilisation de matériaux récupérés. Aujourd'hui, on a Patagonia qui a continué de jouer un rôle clé dans la transition vers un modèle plus responsable. Et après, on a d'autres marques qui sont un peu premières de la classe. Si je vous dis Stella McCartney, ça ne va pas vous étonner puisque la maison Stella McCartney et du coup sa créatrice travaille sur ça depuis bien des années et chaque collection se veut éco-responsable. Elle va donc montrer la voie à toutes les autres maisons de mode et le challenge pour les autres maisons va être non pas de recopier hein, évidemment, mais de plutôt se mettre au diapason de ce qui a été mis en place par Stella McCartney, mais aussi de se challenger par rapport à ça. Donc ça va être très intriguant de voir comment les grandes maisons vont pouvoir adopter ces pratiques qui vont devoir répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Évidemment, on parle des attentes des consommateurs, mais ce ne sont pas les seules, puisqu'il y a aussi des attentes politiques, notamment en Europe, vu qu'il y a une régularisation environnementale qui se décide en 2025. C'est l'Union européenne qui a mis en place le Green Deal et qui impose désormais des normes plus strictes en matière de durabilité qui vont impacter les maisons de luxe. Cette année, les marques vont devoir non seulement concevoir des produits durables, mais aussi mettre en place des chaînes d'approvisionnement totalement transparentes. Et ça va être un grand changement. Évidemment, le troisième point dans cette histoire de luxe durable dont on va aborder, c'est l'économie circulaire, puisque ça rentre parfaitement dans le luxe durable. On parle plus aujourd'hui de consommer moins, mais surtout de consommer mieux. Dans ce consommer mieux, on va parler d'économie circulaire qui peut être un gros mot comme ça, mais c'est surtout le côté acheter vintage, acheter de seconde main, qui a été mis en place par Vestiaire Collective il y a plus de 10 ans maintenant et qui va pas se régulariser, mais va arriver de manière beaucoup plus importante en 2025. Ça va être, euh, Ça va être le pionnier, si je puis dire, du monde du luxe. Donc, on sait qu'il y a Vestiaire Collective, il y a The Real Real et Farfetch qui vont jouer un rôle. Trois sites de consommation de produits de seconde main de luxe en ligne. Peut-être qu'on va en voir d'autres apparaître, ça peut être une solution aussi. Ou peut-être qu'elles vont réinventer un peu leur marketing, leur communication, pour devenir encore plus centrales dans cette consommation auprès des consommateurs du luxe. Donc évidemment, j'ai hâte de voir comment les maisons vont s'adapter à tout ça en 2025, mais aussi comment elles vont se challenger par rapport à ce sujet.
Le second point n'est autre que la technologie. Le luxe ne va pas échapper à tout ça en 2025. Ça fait quelques années qu'on le voit apparaître. On l'a vu en fin d'année avec notamment Printemps qui a réinventé son expérience luxe. Ce n'est pas les seuls, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Et évidemment, en 2025, tout ce qui est métaverse, réalité virtuelle, etc., vont avoir une place encore plus importante dans le secteur du luxe et notamment au niveau de l'expérience client. Ces outils vont permettre une expérience complètement immersive pour les clients sans bouger de chez eux, sans même être dans un endroit où il y a forcément une boutique de luxe, et ils vont pouvoir profiter de tout ça. L'idée aujourd'hui, c'est de voir ce qui a été déjà mis en place par des maisons de maroquinerie ou de bijouterie, de joaillerie, pardon, qui vont pouvoir imaginer des boutiques de luxe, des boutiques virtuelles, où le client va pas seulement pouvoir essayer des produits, mais qui va pouvoir être conseillé par un vendeur en ligne, qui va pouvoir discuter avec d'autres clients, qui va avoir cette ambiance aussi comme dans une boutique de luxe, mais tout en étant derrière son ordinateur, sa tablette, son téléphone ou que sais-je. Ça va révolutionner un peu l'expérience client, mais ça risque d'être très très important et d'être intéressant. Évidemment, l'objectif premier, c'est d'avoir une expérience en ligne similaire à l'expérience en boutique, parce que sinon ça ne sert à rien. Il faut l'expérience luxe, mais en ligne. Le deuxième point, ce sont les NFT et tout ce qui est objet de collection digitaux. On l'a vu, Gucci, Prada ont décidé de se lancer notamment sur Snapchat en vendant des produits, notamment des sacs à main, sur le réseau social. Et en 2025, les NFT ils vont continuer de croître. Ça, c'est une certitude. Et il faut que les maisons s'y adaptent. Là, on parle de Gucci et Prada, mais ça peut aller dans n'importe quelle marque du secteur du luxe, que ce soit en beauté, que ce soit en maroquinerie ou en automobile. Il faut absolument compter là-dessus. On avait vu l'apparition de NFT via l'art, mais aujourd'hui, c'est aussi des produits de luxe qu'on consomme sur les canaux digitaux. Et c'est évidemment grâce à la la Gen Z, qui met en totale expansion ce, cet outil-là, si je puis dire, cette révolution un peu numérique, cette révolution technologique. Donc, il faut s'adapter, mais il faut savoir bien le faire pour garder quand même les codes du luxe. Encore une fois, je pense que je vais le dire assez régulièrement dans cet épisode, mais ça va être un challenge pour les maisons et j'ai hâte de voir comment ils vont s'y prendre. Évidemment, le dernier point n'est autre que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est rentré dans tous les quotidiens, dans le quotidien de tous les consommateurs, dans le quotidien de toutes les marques. L'intelligence artificielle utilise à bon escient. Il peut y avoir plein de choses à faire. Et par exemple, on peut offrir des recommandations basées sur les préférences d'achat, sur l'historique d'achat. Il y a tellement de choses à faire pour avantager, pour séduire encore plus le client et mettre en valeur justement ce que je disais au niveau du métaverse et de la réalité virtuelle. Ils peuvent être complètement complémentaires pour permettre une expérience client, mais complètement immersive et inédite. Donc encore une fois, à voir ce que ça va donner en 2025. En 2025, il y a un point sur lequel les consommateurs vont être les plus exigeants, c'est l'inclusivité. C'est plus du tout un choix pour les maisons, mais une exigence de la part des consommateurs. Le secteur du luxe, il continue de se réinventer, ça c'est sûr, mais il doit se réinventer avec cette notion-là aujourd'hui en 2025. Il doit inclure tous les types de corps, d'origine, d'orientation sexuelle. Et les campagnes marketing doivent être axées en ce sens-là. C'est-à-dire que les consommateurs attendent que les publicités, les communications, peu importe la communication, qu'elle passe par le biais digital ou en interne, il faut que ce soit qu'il y ait une représentation de toutes les couleurs de peau, de tous les types de corps et de toutes les
types de personnes, notamment de personnes en situation de handicap. Pardon, de handicap. Évidemment, quand on pense à ça, on pense surtout à Fenty Beauty qui a montré que c'était carrément possible d'avoir un champ des possibles complètement ouvert à toutes les couleurs de peau pour un fond de teint, ou encore à Rick Owens et ses défilés où vraiment tout le monde défile. Et il faut que aujourd'hui tout le monde, en tout cas toutes les maisons, s'inspirent de ces deux maisons-là qui inspirent de plus en plus les consommateurs, vers lesquels les consommateurs vont de plus en plus, pour pouvoir fidéliser les clients déjà présents et surtout avoir de nouveaux clients qui vont faire partie de la génération Z, de la génération alpha et la génération bêta qui arrivent progressivement sur... non, pas du tout. La génération bêta va pas du tout arriver pour l'instant sur le, sur le marché puisque c'est uniquement la génération alpha qui va arriver. La génération bêta vient tout juste d'être lancée en 2025. Donc ce sont encore des bébés. Mais la génération alpha va être très très important et décideuse à partir de maintenant. Donc il faut absolument que les maisons l'incluent. Il y a aussi la réinvention des stratégies marketing. En 2025, il faut une exigence et une conscience des problématiques sociales et environnementales pour pouvoir séduire ses clients. Ça va être... ce n'est même plus un challenge, c'est une obligation pour les maisons. L'autre sujet de l'année 2025, ça va être évidemment le luxe expérientiel et les voyages haut de gamme. Depuis la Covid et les différents confinements que le monde entier a vécu, on a vu une croissance au niveau des voyages et des expériences. Et cette année, elle va pas échapper à la règle. La croissance va continuer. Pas plus forte que les autres années, mais ça va être une croissance qui va continuer. Mais les consommateurs, eux, veulent plus. Si jusqu'à présent on était sur l'expérience voyage qui se veut être un luxe, on va être sur un luxe, sur le luxe qui va devenir voyage. Les consommateurs vont vouloir des choses sur mesure, exclusives, inédites, des voyages personnalisés, peut-être, enfin peut-être non, mais évidemment des voyages qui vont combiner aventure, relaxation et lieux inaccessibles au public. On peut imaginer la réservation d'un parc d'attractions, on peut voir le voyage dans des hôtels avec des hôtels de luxe de plus en plus insolites comme les palais flottants ou les igloos en Laponie. Donc évidemment, l'art du voyage, l'art de vivre doit se réinventer en ce sens-là, en reprenant les 3 points dont je viens de vous parler, mais également avec ce nouveau critère qui est que les clients veulent vivre de nouvelles expériences. Et quand on parle d'art de vivre, on va parler de tout ce qui entoure le voyage. Ça va être par rapport à la gastronomie, par rapport la gastronomie, l'automobile et toutes les expériences qui se trouvent au niveau du voyage. Il faut absolument que aujourd'hui les maisons qui se situent sur ce secteur-là puissent se réinventer et puissent proposer des choses inédites aux clients. Et évidemment, donc ça passe aussi par les événements exclusifs et le relancement des défilés privés pour les gros consommateurs du luxe. Je vous en ai parlé dans l'introduction, mais en 2025, le luxe ne doit pas passer à côté de 2 marchés clés, qui sont l'Asie et le Moyen-Orient. Alors, c'est des acteurs incontournables du luxe depuis des années, mais en 2025, ça va être des acteurs clés du luxe. Alors, pourquoi? Déjà parce que les régions sont en pleine croissance, leur pouvoir d'achat ne cesse d'augmenter, il n'y a pas de crise économique dans ces pays-là, et notamment en Chine, par exemple, les générations Y et Z elles redéfinissent depuis quelques années la manière dont le luxe est perçu et consommé, mais encore plus en 2025, elles vont mettre en avant les jeunes consommateurs chinois qui, eux, veulent modernité, durabilité, technologie. À l'inverse, les anciens consommateurs chinois voulaient surtout de la tradition,
du savoir-faire et de la qualité. Aujourd'hui, on est sur modernité, durabilité, technologie. Au Moyen-Orient, c'est un peu plus différent, c'est même l'opposé, puisque dans les grandes villes comme Dubaï ou Riyad, par exemple, le luxe se réinvente, se redéfinit. Alors oui, avec modernité et technologie, mais c'est surtout le luxe expérientiel. Là-bas, on veut des produits exclusifs, on veut des produits d'exception et des expériences inédites. Et ça rentre totalement dans ce que je disais tout à l'heure concernant le luxe expérientiel et les voyages hors du commun. Donc là, il faut absolument que les maisons de luxe s'adaptent à ces deux régions-là pour pouvoir en faire des acteurs clés et avoir une bonne croissance à long terme. En récapitulant, 2025 promet d'être une année de grands changements pour l'industrie du luxe. La montée du luxe durable, l'intégration de plus en plus poussée de la technologie et l'accent mis sur l'inclusivité et l'expérience vont transformer profondément ce secteur. On attend de ce secteur qu'il nous séduise à nouveau, qu'il se challenge et surtout qu'il réponde aux exigences sociales d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas vraiment vers où on va aller, que 2025 nous réserve, mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir comment les maisons de luxe vont se réinventer. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir, vous, en tant que consommateur ou en tant qu'aguerri du monde du luxe, pour cette nouvelle année 2025. En attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Point Luxe.